Qu'est-ce que l'amour? Pourquoi notre génération est-elle la plus solitaire de l'histoire? Et comment sommes-nous responsables de cette situation? Nous allons explorer ces questions, comprendre pourquoi tant de relations échouent, et surtout, découvrir comment il est possible de construire une relation durable, même pour la vie. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre perspective sur l'amour véritable. Commençons par une vérité surprenante. L'amour, tel que nous le concevons, est une invention assez récente dans l'histoire de l'humanité. Il a un peu moins d'1 million d'années. Avant cela, nos ancêtres, il y a environ 3 millions d'années, ne connaissaient peut-être pas l'amour sous sa forme émotionnelle. Leur objectif principal était simple, la reproduction. Les mâles les plus forts fécondaient les femelles les plus séduisantes pendant leur période d'ovulation et s'en allaient. Pas de couple, pas de famille durable, pas de liens émotionnels profonds, un comportement que l'on observe encore chez la plupart des animaux, même nos proches cousins les bonobos. Mais tout a changé quand l'amour est devenu une nécessité. Nous sommes descendus des arbres, avons appris à marcher, et notre environnement est devenu très dangereux. Nos enfants naissent faibles et nécessitent des soins longs. Une seule mère ne suffisait plus pour assurer la sécurité de l'enfant et la sienne. La nature a donc trouvé un moyen ingénieux de faire rester le mal, l'amour. C'est ce que l'on pourrait appeler un piège biologique qui nous rend dépendants d'une autre personne. Il y a des millions d'années, l'amour est devenu un outil évolutif de survie, et la monogamie s'est avérée être la forme d'union la plus sûre et la plus fiable. C'est pourquoi nos sentiments sont si puissants et que les séparations sont toujours si douloureuses. Statistiquement, il faut en moyenne 3 à 12 mois pour se remettre d'une rupture, parfois même jusqu'à 3 ou 5 ans, une durée comparable à la guérison d'une dépendance aux drogues. Notre cerveau perçoit cette perte comme celle d'une ressource essentielle. Mais comment aimons-nous concrètement? Ce n'est pas un simple sentiment, c'est un système entier contrôlé par des hormones distinctes. Nous traversons des étapes biologiques importantes. La première étape est l'attirance. C'est une sorte de tour de qualification où notre cerveau évalue si une personne nous convient. Les hormones en jeu sont la testostérone et les estrogènes. Plus leurs niveaux sont élevés, plus l'attirance est forte, ce qui est particulièrement vrai chez les filles pendant l'ovulation et chez les hommes, en général. Il est important de noter que l'attirance n'est pas toujours sexuelle, surtout chez les jeunes. Elle peut se manifester par un intérêt constant pour une personne, un désir d'être proche. Cependant, cette étape seule ne garantit pas l'amour. Et si l'attirance pour quelqu'un d'autre survient alors que vous êtes déjà en couple, c'est un signe que des discussions sont nécessaires avec votre partenaire, et qu'il faut limiter la communication avec l'objet de cette attirance temporaire pour éviter les conflits. Mais de qui tombons-nous vraiment amoureux? Au-delà de l'orientation sexuelle, chacun de nous a dans la tête une image de son partenaire idéal, un modèle interne que les scientifiques appellent une carte d'amour. C'est un schéma inconscient, une symbiose unique d'odeurs, de tonalité de voix, de comportement, d'apparence, de mimique, et même d'énergie générale. Cette carte se forme dès la petite enfance, basée sur ce qui était associé à la chaleur, l'attention et la sécurité, ou à une forte émotion vécue. Par exemple, le type de caractère ou d'apparence d'un partenaire est souvent semblable à celui de nos parents. Un élément encore plus crucial est la compatibilité de notre ADN. Notre cerveau recherche des personnes dont le système immunitaire est suffisamment différent du nôtre pour concevoir une progéniture en bonne santé. Les récepteurs olfactifs dans notre nez, liés au système limbique, sont très sensibles à cela. Les femmes, surtout pendant l'ovulation et sans certains traitements, peuvent ainsi sentir si elles sont génétiquement compatibles avec un partenaire en appréciant son odeur corporelle. Contrairement à la croyance populaire, les recherches montrent que nous avons tendance à choisir des personnes qui nous ressemblent suffisamment sur des aspects comme la religion, les intérêts et les attitudes sociales. Les anthropologues appellent cela l'appariement assortatif positif. Un couple idéal est une symbiose de ce qui est modérément semblable avec ce qui est modérément différent. Si la première étape de l'attirance est franchie avec succès et que la compatibilité est au rendez-vous, le cerveau passe à l'étape suivante. L'amour, cette phase où l'on voit son partenaire sous un jour idéal.
Nous voulons passer du temps avec lui et ressentons uniquement des émotions positives. Sans l'être aimé, nous souffrons comme en manque de drogue. Des études IRM ont montré que le cerveau des amoureux s'illumine comme celui de quelqu'un ayant pris une dose de cocaïne, car notre système de récompense explose littéralement. La dopamine, hormone du plaisir et de la motivation, atteint des sommets, accompagnée de la noradrénaline et de la phényléthylamine, nous donnant une énergie folle et un sentiment de bonheur intense. Cependant, cette activation de la dopamine réduit la sérotonine, l'hormone du bonheur la plus importante. C'est pourquoi, surtout en l'absence de notre partenaire, nous ressentons de l'anxiété, du stress et de la jalousie. Le cerveau nous rend intentionnellement dépendants pour nous pousser à continuer notre lignée. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les hommes tombent amoureux plus vite. Et cela nous amène à un mythe moderne, l'amitié entre un homme et une femme hétérosexuelle. Si ces personnes passent souvent du temps ensemble, échangent quotidiennement, c'est impossible. Tôt ou tard, le cerveau de l'un des amis, généralement masculin, va déclencher la chaîne évolutive menant à l'attirance sexuelle. La nature est très conservatrice et appliquera son schéma, malgré nos désirs progressistes de savoir juste être amis. La plupart des amis masculins hétérosexuels de femmes seraient ravis de les emmener au lit, mais ils se contrôlent. L'état amoureux n'est pas statique. Au début, pendant les premiers mois, le cortisol et la noradrénaline augmentent, nous rendant constamment agités et inquiets pour notre partenaire. Nos lobes frontaux, responsables de la pensée critique, sont même supprimés, ce qui explique pourquoi nous ne remarquons presque pas les défauts de nos partenaires. Après environ 6 mois, les hormones de l'attachement, l'ocytocine et la vasopressine, commencent à jouer un rôle important, apportant la stabilité, mais la dopamine et son euphorie sont toujours présentes. Mais environ 1 an plus tard, le cerveau rétablit le fonctionnement des lobes frontaux, et nous commençons à voir plus de défauts chez notre partenaire. L'euphorie hormonale s'estompe, les sentiments s'éteignent progressivement. Nous désirons moins notre partenaire, l'activité sexuelle diminue, et d'autres personnes peuvent nous attirer, nous poussant à penser à la séparation. C'est l'une des raisons pour lesquelles le pic des ruptures et des divorces se produit souvent la 3e année de la relation. L'évolution ne nous a pas donné la passion romantique pour que nous soyons heureux toute notre vie. Son but était de pousser nos ancêtres à trouver et choisir un partenaire, s'en occuper, avoir des relations sexuelles, et rester fidèles assez longtemps pour élever un enfant ensemble. Ce carburant hormonal est prévu pour durer au maximum quelques années. Beaucoup d'entre nous pensent que lorsque cette euphorie s'estompe, l'amour est terminé. C'est notre plus grande erreur. Car toutes ces années, ce n'était pas le véritable amour. C'était un amour qui nous aveugle. Vient ensuite la 3e étape, le véritable amour, que tout le monde n'atteint pas. À ce stade, le cerveau n'a plus besoin de nous motiver par des montées de dopamine, mais la sérotonine, l'ocytocine et la vasopressine, hormones de l'attachement à long terme, prennent le relais. C'est le sentiment que la personne à côté de vous n'est pas seulement un objet de désir, mais votre âme sœur avec qui vous devenez très semblable. Des scientifiques ont découvert que 80% des couples mariés partagent les mêmes facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, ce qui montre à quel point nous devenons une seule entité. Maintenant, le cerveau, ayant désactivé le pilote automatique, vous donne la possibilité de faire un choix. Prendre une gestion conjointe de la relation ou tout perdre. C'est peut-être le choix le plus conscient et important de votre vie. Maintenant, vous n'êtes plus seulement dépendant de votre partenaire par désir sexuel, vous avez choisi d'aimer. Les couples qui passent ce cap critique restent beaucoup plus souvent ensemble longtemps. Des études recommandent de partager de nouvelles expériences, comme les voyages, pour renforcer l'amour. Et surtout, ne trompez jamais votre partenaire. L'infidélité est souvent liée à un QI plus bas et à un moins bon fonctionnement des lobes frontaux. D'ailleurs, les lobes frontaux se développent jusqu'à 25 ans, ce qui explique pourquoi il est conseillé de ne pas se précipiter avec la famille et le mariage avant la trentaine, pour avoir plus d'expérience et de chances de bâtir une union durable. Abordons maintenant le mariage. Évolutivement, le mariage est une formalité inventée par l'homme il y a quelques millénaires, lorsque des sociétés et des lois ont émergé. Initialement, il ne s'agissait pas d'amour,
mais d'une fonction économique et politique pour la terre, l'argent et le pouvoir. La femme devenait souvent un outil et la propriété de l'homme. La polygamie était courante parmi les personnes fortunées. L'amour a trouvé sa voie hors de cet emprisonnement au XXe siècle, avec le déclin du rôle de la religion et l'obtention du droit de vote par les femmes. Aujourd'hui, nous vivons à l'époque de la monogamie en série. Bien que le taux de mariage diminue, le taux de divorce diminue également dans de nombreux pays. C'est un signe que nous apprenons, grandissons et choisissons la conscience et l'amour. Nous sommes devenus suffisamment intelligents pour prendre nos propres décisions, malgré notre biologie. L'amour existe vraiment, mais seulement lorsque c'est le choix et le travail de deux personnes. Malheureusement, la troisième étape de l'amour est aujourd'hui très sous-estimée. La recherche du plaisir instantané nous pousse à rompre dès que l'euphorie hormonale disparaît. C'est la raison de notre solitude et de notre malheur de masse. Nous perdons la capacité d'aimer véritablement car nous ne comprenons plus ce qu'est le vrai amour. La chimie seule ne suffira jamais pour être heureux toute sa vie. Le malheur est le travail de l'esprit, pas du corps. Pour y remédier, il faut d'abord comprendre comment vous aimez et quel est votre type d'attachement. Il en existe 4 types, formés dans l'enfance selon la manière dont notre cerveau a appris à percevoir l'amour et la sécurité. Tout d'abord, nous avons le type sécurisant. C'est un attachement sain, sans anxiété ni distance excessive. Ces personnes se sentent à l'aise et en sécurité avec leur partenaire, ont une bonne estime de soi et gèrent mieux les séparations. Ensuite, nous avons le type anxieux. Caractérisé par une anxiété constante et de la jalousie, un besoin incessant de preuves d'amour et une très basse estime de soi. Cela vient souvent de parents au comportement émotionnellement imprévisible, qui donnaient de l'amour puis devenaient froids. Ces personnes tombent amoureuses plus vite et vivent les ruptures plus douloureusement. En 3, nous avons le type évitant. Ces personnes craignent l'intimité, la ressentant comme une entrave à leur liberté. Leurs parents étaient souvent émotionnellement distants et froids. Ils apprécient la solitude mais partagent rarement leurs émotions et se surpassent pour gérer le stress. Enfin, nous avons le type anxieux évitant. Une combinaison des deux, un désir intense d'amour couplé à une peur de le perdre. Leur comportement est imprévisible, impulsif, et ils ont du mal à contrôler leurs émotions. Le type sécurisant est le plus répandu, mais des particularités culturelles existent, comme le type évitant dans les pays individualistes ou le type anxieux dans les pays à forte surprotection parentale ou ayant connu de nombreux traumatismes historiques. Mais retenez bien, votre type d'attachement n'est pas une fatalité, c'est une habitude du cerveau qui peut et doit être changée. Cela demande de la prise de conscience, du contrôle, et parfois un travail thérapeutique. Enfin, notre ère numérique complique aussi les choses. Les applications de rencontres offrent une liberté de choix inédite, mais paradoxalement, elles ont aggravé la solitude. Bien que de nombreux couples se rencontrent en ligne, une grande partie des utilisateurs de ces applications ressentent de la solitude et des symptômes de dépression, souffrant de la frustration du swipe. Les réseaux sociaux, eux, détruisent notre estime de soi en nous montrant des vies parfaites, et leurs algorithmes sont conçus pour nous maintenir connectés, pas pour nous rendre heureux. Cette abondance d'options nous a créé l'illusion d'un choix infini, alors qu'en réalité, nous en avons été privés. Nous vivons dans une culture du plaisir instantané, nous incitant à changer de partenaire et à fuir les problèmes plutôt que de les résoudre. Nous avons appris à considérer tout le monde, y compris nous-mêmes, comme une marchandise, dévalorisant les autres et nous-mêmes. Les relations sans engagement, bien que confortables pour certains, peuvent mener à l'épuisement et à une solitude intérieure pour la plupart, augmentant l'anxiété et la peur de l'intimité. Alors, comment résoudre tout cela? La réponse tient en un mot, le dialogue. Une union solide n'est pas une béquille pour compenser des problèmes. C'est l'union de deux personnes formées qui s'aiment simplement. Elles comprennent qu'elles sont conjointement responsables de la relation, qu'elles doivent résoudre les conflits, être honnêtes et faire tout pour la préserver. L'amour véritable n'est pas une fin à satisfaire. Il est le résultat d'un effort commun, un choix conscient. Il est essentiel d'écouter son partenaire et d'établir un dialogue adéquat et constructif. Dans une relation, vous n'êtes pas un consommateur, vous êtes un créateur.
La plupart des relations, même les plus solides, ne s'effondrent pas par manque de chimie ou de conflit, mais par le silence et l'inaction. Le dialogue est notre solution. Comme l'a si bien dit un écrivain français, aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. L'amour, c'est tout. C'est notre seule raison d'être. Nous ne pouvons apprécier la vie que si nous aimons ces petits détails, nous apprécier nous-mêmes que si nous aimons notre âme, et trouver le bonheur que si nous trouvons l'amour et que nous choisissons pour elle. Prenez soin de votre honneur et de votre âme. Apprenez à vous aimer et à aimer vos proches. Ne laissez pas les plaisirs instantanés vous faire oublier ce qu'est le véritable amour. Protégez vos sentiments et vos intentions. Ne les refoulez pas pour quelque chose d'éphémère, de jetable et d'impur. L'amour est notre invention la plus récente, très fragile et la plus précieuse. Alors, traitons-la avec le plus grand soin. Vos avis sont les bienvenus dans les commentaires. À demain pour un nouvel épisode.